Alors, pour bien comprendre l'influence des jouets sur nos vies et nos comportements, il faut tout d'abord se rappeler de ce que les sociologues nomment la socialisation. La socialisation, c'est un processus au travers duquel un individu va intégrer des normes comme des valeurs qui vont lui permettre de s'intégrer à la société et à des groupes sociaux. La socialisation a lieu en deux étapes, la socialisation primaire durant l'enfance et la socialisation secondaire durant l'âge adulte. Nous ici, on va se concentrer sur cette socialisation primaire, celle de l'enfance, qui va particulièrement influencer nos comportements et c'est au travers de l'ensemble de notre vie. Pourquoi? Eh bien tout d'abord parce qu'elle a lieu durant un moment de la vie, l'enfance, durant lequel l'individu est particulièrement influençable. De la même façon, cette socialisation est particulièrement efficace, influence nos comportements, car il y a une relation très affective entre d'un côté l'enfant et de l'autre ses parents. Dans cette relation affective entre les parents et les enfants, il y a un intermédiaire, celui du jouet, qui va influencer particulièrement les comportements dès l'enfance, mais également durant le reste de la vie. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, premier temps, on va observer le fait que durant cette socialisation, les petites filles et les petits garçons se voient proposer des jouets différents, et ce par l'intermédiaire des familles, mais également par exemple des catalogues de jouets ou encore des publicités de jouets avec la fameuse séparation entre les pages bleues et les pages roses. Par conséquent, cette différence entre les jouets qui sont plutôt proposés aux filles et aux garçons illustre ce que l'on appelle en sociologie la notion de genre. La notion de genre signifie, regroupe toutes les différences entre les sexes qui sont perçues par la société comme étant naturelles, comme étant biologiques, mais qui sont en réalité construites socialement, construites par la société, construites par les agents de socialisation. Ici, par exemple, pour les jouets, les différences entre les jouets proposés aux filles et aux garçons ne sont pas naturelles. Il n'est pas naturel qu'une petite fille joue à la dinette et non pas avec, par exemple, un camion. C'est construit par la société, c'est le fait des agents de socialisation, comme les magazines de jouets, comme les parents, qui vont considérer que cela est naturel et donc pousser les filles et les garçons à jouer vers des jouets plutôt liés aux soins, à l'entretien de la maison et d'un autre côté aux jouets liés à la mécanique, à la force physique, etc. etc. Alors, ce que l'on observe en sociologie, et c'est ici très important car c'est le cœur de notre question, c'est le fait que ces jouets vont ensuite influencer le parcours et les comportements des individus. Comment? Eh bien, bonne question. Alors, sur deux points bien précis. Déjà, le domaine professionnel et d'un autre côté, le domaine conjugal avec la répartition des tâches domestiques. Pourquoi dans le domaine professionnel? Déjà, eh bien parce que les filles vont avoir tendance ensuite, une fois devenues femmes, à s'orienter vers des métiers qui leur étaient suggérés par l'intermédiaire des jouets. C'est-à-dire que, par exemple, du fait qu'on leur ait suggéré très tôt de s'orienter vers des métiers comme des métiers dans les soins, dans l'esthétisme, dans l'enfance, dans l'aide à domicile, les filles vont ensuite s'orienter vers ces métiers dans lesquels elles sont surreprésentées, c'est-à-dire bien plus importantes qu'elles ne sont dans l'ensemble de la population. A contrario, les filles ne vont pas s'orienter vers des métiers manuels qui rendent nécessaire la force physique, dans lesquels on va retrouver une surreprésentation d'individus plutôt masculins. Alors ça, c'est pour le domaine professionnel. Dans le domaine conjugal, du fait qu'on leur ait suggéré que c'est à eux de prendre en charge les tâches domestiques, les filles vont avoir tendance, une fois devenues femmes, à prendre en charge l'essentiel des tâches domestiques, au détriment de leur vie personnelle, mais aussi de leur vie professionnelle. D'un autre côté, elles s'orientent vers des métiers, dans le soin, l'esthétisme, etc., qui sont plutôt mal rémunérés et qui montrent donc une certaine inégalité professionnelle. Il y a également d'autres différences
de traitements créés par les agents de socialisation qui vont créer des différences en termes de genre, qui paraissent naturelles, mais qui sont en fait construites socialement. On peut penser, par exemple, à la répartition des tâches domestiques. La répartition des tâches domestiques est liée certes aux jouets, mais également au fait que dès le plus jeune âge, les petites filles sont beaucoup plus sollicitées que les petits garçons pour venir en aide à la mère dans le cadre des tâches domestiques. Autre aspect, celui de l'alimentation des enfants. On constate que les parents vont beaucoup plus inciter le petit garçon à manger pour devenir corpulent, pour grandir, que la petite fille qui doit, selon eux, rester d'une taille plutôt modérée et qui doit surtout rester mince. Ici, on voit bien qu'on est encore dans la notion de genre. Pourquoi ? Car les parents considère qu'il est naturel qu'un jeune garçon devienne très grand et non pas naturel qu'une fille devienne très grande. Ils vont ainsi créer la différence. Comment ? En incitant le petit garçon à davantage manger que la petite fille. Enfin, dernier exemple très intéressant, celui des sports pratiqués. On sait bien que l'école, mais également les parents ou encore le groupe de pairs incite davantage les petits garçons à faire des sports qui nécessitent de la force physique, de l'endurance, des sports plutôt collectifs, des sports de contact, quand les petites filles sont davantage incitées à aller dans des sports qui nécessitent de la grâce, de la mise en avant du corps, etc., etc. Attention, surtout dès lors qu'on parle de genre, à ne pas confondre le stéréotype et ses conséquences, ses impacts. Le stéréotype, c'est l'idée que les filles sont naturellement destinées à, par exemple, faire de la danse, ou également être plutôt de taille moyenne, ou également prendre en charge les tâches domestiques. Ça, c'est le stéréotype. Néanmoins, le stéréotype va ensuite avoir des conséquences, avoir des impacts. Pourquoi ? Eh bien parce que les agents de socialisation, ne remettant pas en cause le stéréotype, se basant sur le stéréotype, vont inciter les petites filles et les petits garçons à faire des choses différentes, à la fois en termes de profession, en termes de répartition des tâches domestiques, en termes de sport pratiqué. Et cela a des conséquences dans les chiffres, dans les statistiques. Regardez par exemple les statistiques concernant les sports pratiqués, on voit bien que les filles sont surreprésentées dans des sports comme la danse, la gym. Cela ne signifie pas qu'elles sont naturellement destinées à faire ces sports. Cela signifie que, en se basant sur des stéréotypes, les agents de socialisation ont des conséquences directes sur nos vies, sur les différences de comportement entre les sexes. Ce qui est intéressant avec les jouets, c'est qu'ils sont différents en fonction du sexe de l'enfant, mais également en fonction du milieu social de l'enfant. Qu'est-ce qu'un milieu social ? On parle de milieu social pour désigner soit l'appartenance aux catégories populaires, soit l'appartenance à la classe moyenne, ou encore l'appartenance aux catégories supérieures, aux catégories favorisées, dont font partie par exemple les individus bourgeois. Alors ici, on observe que par exemple les jouets éducatifs, les jouets qui doivent faire apprendre des choses à l'enfant, qui doivent l'inciter à mener une réflexion, sont davantage proposés dans les familles favorisées à l'enfant. C'est ce qu'on observe dans différents résultats, différentes enquêtes sociologie. Et pourquoi est-ce important ? C'est important car cela va avoir une conséquence directe dans le cadre scolaire. En effet, les enfants qui se voient proposer de tels jouets vont être plus adaptés dans l'univers scolaire, vont avoir plus de chances de réussir à l'école et d'obtenir de bonnes notes. Ici, on est dans la théorie d'un auteur très important dans la sociologie française, Pierre Bourdieu, qui explique que les catégories favorisées vont transmettre ce qu'il appelle un capital culturel élevé à l'enfant qui va lui permettre de réussir à l'école. Alors qu'est-ce que ce capital culturel ? Le capital culturel, pour Bourdieu, c'est un ensemble de connaissances en matière de culture dite savante, mais également un ensemble de manières d'être, d'agir, de ressentir. Et cet ensemble de connaissances et également de manières vont permettre à l'individu d'obtenir tel ou tel
position sociale, c'est-à-dire par exemple de rejoindre les catégories favorisées. Selon Pierre Bourdieu, les catégories favorisées vont inciter très tôt l'enfant à lire, à écrire, à argumenter, que ce soit à l'écrit mais également à l'oral, et ce d'une certaine manière, en se tenant d'une certaine manière, en posant la voix. Et bien tout cet ensemble d'éléments, les connaissances également qu'il va obtenir en allant au musée, en entendant les histoires de ses parents, les lectures que vont lui faire ses parents, et bien cet ensemble de manières d'être, de savoir-faire et de connaissances vont permettre à l'enfant de réussir à l'école et vont surtout permettre à l'enfant d'avoir une longueur d'avance, par exemple par rapport aux enfants d'origine plutôt populaire. Si Pierre Bourdieu critique le fonctionnement de l'école, car il explique que l'école ne véhicule pas de l'égalité des chances, contrairement à ce qu'elle prétend, mais plutôt de l'inégalité des chances. Eh bien pourquoi? Car au travers des notes, l'école valide, l'école récompense certes ce qui a été appris dans son cadre, dans le cadre scolaire, mais aussi et surtout ce qui a été appris dans le cadre familial. Or, dans le cadre familial, les individus d'origine favorisée vont apprendre des choses qui leur permettent d'obtenir des meilleures notes. De la même façon, explique Pierre Bourdieu, les individus d'origine favorisée ne sont pas plus méritants que les individus d'origine populaire pour avoir obtenu ce capital culturel. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont appris ces choses, cette manière d'être, de parler, de s'exprimer, d'écrire, ou ces connaissances, mais non pas en réalisant des efforts. Par le simple fait, nous dit Pierre Bourdieu, de baigner dans leur milieu d'origine, par osmose avec leur univers familial, leurs parents et leurs pratiques. Par conséquent, explique Pierre Bourdieu, l'école a un rôle important à jouer dans ce qu'il appelle la reproduction sociale. Alors, la reproduction sociale, c'est le fait qu'un individu va avoir tendance, une fois devenu adulte, à rester dans son milieu social d'origine. Ainsi, on voit bien que les individus d'origine favorisée vont rester dans le milieu d'origine favorisée une fois adultes. Pourquoi? Car ils vont pouvoir obtenir, grâce à l'école, les diplômes leur permettant, leur ouvrant les portes pour ce milieu d'origine favorisée. Comment? Eh bien, tout simplement en les récompensant d'avoir ce capital culturel plutôt élevé. A contrario, les personnes d'origine modeste ne pourront pas obtenir ces diplômes. Pourquoi? Car elles n'ont pas ce capital culturel transmis par la famille, ce qui les empêche d'accéder au monde des individus d'origine favorisée. L'école traite de la même façon tous les élèves et surtout considère que tous les élèves arrivent à l'école avec le même bagage culturel. Or, certains arrivent avec un capital culturel plus élevé qui leur permettra, qui leur facilitera la réussite scolaire, bagage que ne possèdent pas les jeunes d'origine populaire. De la même façon, Pierre Bourdieu critique la pertinence de ce bagage. Il explique que l'école va valoriser la culture des catégories supérieures, considérer que cette culture est légitime et celle que l'on doit apprendre. Or, cette affirmation peut être remise en cause, peut susciter un débat. Pourquoi faudrait-il apprendre forcément la culture des catégories supérieures, c'est-à-dire certaines œuvres artistiques, certaines œuvres littéraires, et non pas d'autres? L'école effectue des choix, et ce de manière arbitraire, entre ce qui doit être appris et ce qui doit être laissé de côté, et ce que l'on peut laisser de côté en termes de connaissances et également de savoir-faire. Ainsi, par exemple, certains savoir-faire comme le bricolage, comme le jardinage, comme la couture, ou également un certain nombre de connaissances, comme par exemple le fait de connaître plein de joueurs de football, ou encore d'avoir une bonne connaissance en termes de manga, et bien toutes ces connaissances et ces savoir-faire ne sont pas valorisés dans l'univers scolaire, ce qui pose une question, c'est-à-dire pourquoi valoriser forcément certaines connaissances et non pas d'autres, surtout que les connaissances valorisées sont déjà intégrées par les jeunes d'origine favorisée, ce qui leur crée un certain avantage par rapport à d'autres.